Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast qui vous présente les initiatives des entrepreneurs et intrapreneurs du changement dans le monde entier. Je m'appelle Antoine Grégo et lors de chaque épisode, nous partirons à la découverte de femmes et d'hommes qui œuvrent au quotidien pour aider la planète et la société à aller dans le bon sens. Ils nous partageront ce qui les motive et nous dévoilerons leurs secrets ainsi que leurs conseils pour se lancer, en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, je reçois Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, CEO de ZAC, une start-up qui permet aux particuliers et aux entreprises de participer à l'économie circulaire en facilitant au maximum la revente de leurs produits électroniques. Il faut former les collaborateurs, les managers de l'économie de demain. Moi, j'espère que le prochain rôle dans un comité exécutif sera celui de Chief Circular Economy Officer. On a eu les Chief Digital Officer pendant longtemps, qui était un petit peu... Il fallait avoir son CDO parce qu'il fallait faire la transformation digitale du groupe. J'espère que demain, on aura les Chief Circular Economy Officer parce que ça viendra uniquement de cette manière-là. Dans cette seconde partie, nous avons notamment échangé sur sa vision de l'Europe et sur ses enjeux écologiques, de son retour d'expérience d'entrepreneur depuis la création de ZAC, en passant par ses conseils pour se lancer dans l'entrepreneuriat à impact. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si vous l'avez apprécié. C'est ce qui permet à Demain est durable d'être visible de tous. Bonne écoute. J'ai lu récemment un article sur le livre Recyclage, le grand enfumage de Flore Bellingen, l'ancienne directrice de Zero Waste France, qui interroge sur la pertinence du recyclage des déchets et qui indique que miser notamment sur le recyclage ne suffira pas. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté ? Je pense que je pense qu'en fait, le recyclage est quelque chose de très pratique politiquement parlant. C'est-à-dire qu'on dit, comme l'économie circulaire est quelque chose qui n'est pas très connu aujourd'hui, on dit, l'écologie, pour encourager l'écologie, on va mettre énormément d'argent sur le recyclage. Ce que fait le plan de relance à nouveau. Le problème de ça, c'est que ça ne change absolument pas le problème. Ça ne le résout absolument pas. On continue de produire énormément. On continue de jeter très rapidement, et puis on dit, mais vous inquiétez pas, on collecte les produits, on les recycle derrière. Mais il y a un gros problème, c'est que les taux de collecte sont ridicules, les éco-organismes n'y arrivent pas dans la plupart des filières, parce que c'est extrêmement compliqué à ce niveau-là de vraiment pouvoir collecter tous les produits. D'ailleurs, petite question, est-ce que tu savais ce que c'était qu'un éco-organisme avant de venir me parler ? Voilà, et je pense que 89% des Français ne savent pas, parce qu'il y a des organismes éco-organismes qui font très très bien leur boulot, mais globalement... Il y a toujours ce sujet, quand même un peu de subvention, d'organismes parapublics. C'est pas des entreprises qui ont vocation à devenir des entreprises énormes, donc c'est pas forcément simple. Et une fois que les taux de collecte, en plus, sont pas faramineux, derrière, on n'investit pas du tout assez dans la recherche pour pouvoir faire quelque chose des produits qu'on a collectés. Donc, par exemple, l'exemple le plus connu, c'est l'exemple du textile. Les taux de collecte peuvent être très intéressants avec ces grandes bennes du relais qu'on voit dans la rue. Mais derrière, on ne sait pas quoi faire de ça parce que la fibre de seconde main est pas d'une qualité intrinsèquement assez intéressante pour que les producteurs acceptent de récupérer la fibre pour en faire des nouveaux produits. Donc il y en a quelques-uns qui commencent. H&M, qui sont assez leaders sur l'économie circulaire, commence à imposer sur une partie de sa collection, effectivement, des produits faits à partir de fibres recyclées. Mais globalement, en fait, on recycle pour rien, parce que ces trucs-là, on sait pas quoi en faire. Donc, on a des hangars pleins. Voilà. Et ça, on l'a dans plein de secteurs. Je me souviens, j'avais parlé une fois avec quelqu'un qui travaille dans le secteur de la lunette. Voilà, on adore collecter les lunettes, mais on sait pas quoi en faire derrière. Et donc, c'est une catastrophe. Le seul truc, le recyclage, c'est pas que c'est une fin en soi, c'est que c'est de l'enfumage. Je suis assez d'accord avec ce terme qui est violent, mais c'est un peu de l'enfumage. Parce que ça continue de produire des déchets. Et puis derrière, effectivement, il y a la meilleure solution du monde qu'on appelle l'incinération et qui du coup pollue de manière scandaleuse, puisque en plus ça fait disparaître le problème et donc tout le monde est content et voilà. Donc effectivement, une fois que tous les produits sont produits mis sur le marché, le recyclage est une bonne solution. Il faut investir massivement pour qu'on ait du recyclage qui permette vraiment à des nouveaux produits d'être conçus, ce qu'on va appeler par exemple l'upcycling. On prend un produit usagé, on en fait quelque chose d'autre. Donc vous avez des exemples. Par exemple, je connais une société qui va utiliser des produits qui proviennent d'anciens avions de ligne pour en faire des valises. Voilà. Donc là, on est dans l'upcycling. Vous avez pas mal d'exemples comme ça. Les produits restent assez chers pour l'instant parce qu'on est début de la courbe d'innovation. Donc il n'y a pas le fameux innovation chasm là. Donc en fait pour l'instant c'est très cher et c'est réservé à des personnes qui ont les moyens. On est souvent sur des vêtements à 120, 150, 200 euros. Donc évidemment c'est pas du tout possible de faire de la croissance là-dessus parce que pas grand monde les achète. Voilà. La solution vraiment c'est de pousser
les producteurs et les distributeurs qui font l'alpha et l'oméga de la croissance économique à changer leur méthode de production, à produire des choses durables. Et voilà. Et donc, du coup, dans la loi, il y a cette idée de faire en sorte que les éco-organismes soient au centre de cette lutte pour l'économie circulaire. Il faut que les éco-organismes, du coup, deviennent aussi des organismes militants pour pousser les producteurs et les distributeurs à faire ces changements-là. Sinon, c'est peine perdue et c'est effectivement uniquement de l'affichage. Citeo, l'éco-organisme sur le plastique, le fait très bien. Il travaille main dans la main avec des acteurs comme L'Oréal, etc. pour les aider sur des projets spécifiques. Par exemple, repenser un emballage plastique. Ils ont créé le Circular Challenge qui permet de mettre en avant des startups qui innovent dans l'économie circulaire. Il faut vraiment que les éco-organismes soient le pilier de ça, parce que c'est juste des plateformes entre un déchet et l'incinérateur. Autant les supprimer tout de suite et utiliser le budget qu'elles ont pour les filer à des startups qui innovent sur le sujet vraiment d'économie circulaire. Le changement, d'après toi, il viendra d'où ? Toi, tu discutais, tu nous indiquais tout à l'heure que tu allais à la genèse d'un cours justement sur l'entrepreneuriat à impact au sein de toute l'ancienne école de commerce. Tu parlais bien entendu des producteurs, des différents composants électroniques, également des lois un peu politiques. Pour toi, d'où viendra le changement ? Est-ce que ça viendra dans un mix des trois ? Est-ce que ça viendra de l'un ou de l'autre ? Alors, c'est pas du tout que j'ai pas foi en la politique, mais la politique, elle intervient pour moi dans une phase, plutôt une seconde phase. C'est-à-dire, il y a un secteur qui évolue et on essaye de le réglementer, de le faire aller dans un chemin particulier. Et ça, la loi économie circulaire, qui va entrer en application progressive, je trouve qu'elle fait très bien le job. Mais derrière, le job lui-même sur l'économie circulaire, il n'est pas fait par un homme politique, à part quand on n'utilise pas un plastique, un gobelet en plastique à usage unique à l'Assemblée nationale. Mais c'est pas lui qui va faire l'économie circulaire, parce que c'est tout simplement les gens qui font l'économie dans les entreprises. Et donc, moi, je pense tout simplement que la solution, elle est assez simple. Elle vient par la formation des personnes qui vont contrôler et qui vont contrôler les entreprises et même le monde politique derrière, qui vont faire l'économie de demain, c'est-à-dire toi, moi, toutes les personnes aujourd'hui qui sont à l'université, dans les écoles, en formation, qui vont porter ces idées-là, parce que on va les sensibiliser à ça, on va les former à ça. J'espère qu'elles vont se rendre compte effectivement de l'opportunité gigantesque pour notre génération de faire les choses mieux que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Et donc dans les entreprises, demain, on aura toute une nouvelle génération de managers qui ne penseront uniquement par ce prisme du respect de la planète, du respect des enjeux du réchauffement climatique et du respect des enjeux de la lutte contre le gaspillage. Et donc en fait, on n'aura plus du tout à réglementer quoi que ce soit, puisqu'on aura des gens dans les salles de réunion qui diront « Non mais attends, tu déconnes, on va pas mettre sur le marché ce truc-là qui dans 2 ans va même pas va forcément finir dans une décharge. » Et donc c'est pour ça qu'on est en train de réfléchir à ce projet de Share avec l'ESSEC qui est un conglomérat d'écoles et d'autres acteurs, c'est que il faut former les collaborateurs, les managers de l'économie de demain. Moi, j'espère que le prochain rôle dans un comité exécutif sera celui de Chief Circular Economy Officer. On a eu les Chief Digital Officer pendant longtemps, qui était un petit peu, il fallait avoir son CDO parce qu'il fallait faire la transformation digitale du groupe. J'espère que demain, on aura le Chief Circular Economy Officer, parce que ça viendra uniquement de cette manière-là. ZAC, c'est une sorte de solution patch qui traite le problème une fois qu'il a déjà été produit, en essayant de colmater les erreurs faites par les industriels. Demain, il faut vraiment que ça vienne de l'intérieur et que ces producteurs et ces distributeurs soient vraiment effectivement changés de l'intérieur par les collaborateurs de demain. Donc aujourd'hui, c'est une sorte d'argument de recrutement. Les entreprises avec des personnes installées et tout disent ah oui, on respecte les enjeux, etc. et tout. Venez chez nous, les jeunes. En réalité, c'est vrai pour certains, mais c'est une adhésion tardive, on va dire. Sauf que les jeunes aujourd'hui, ils ont adhéré de manière native. Digital native, voilà, je suis un circulaire native, on va dire. Et ce qui fait que j'ai pas besoin, ça sera pas un argument de recrutement quand on sera au pouvoir. Ça sera tout simplement la politique qu'on va mettre en place. Et c'est ça qui est important, je pense, c'est d'avoir des agents de l'intérieur qui puissent vraiment agir de manière efficace, parce qu'on est convaincu de cette bonne solution. Tu parlais de l'Europe tout à l'heure. Oui. Je sais que tu as pu notamment cofonder un mouvement qui s'appelle 2044 et également Moho, du coup basé au Havre, je crois. À Caen, en Normandie. En Normandie. Effectivement. Voilà. Est-ce que tu peux davantage nous en parler ? Oui, alors, donc Moho, en fait, ça sera un bâtiment de 7500 mètres carrés qui va ouvrir, alors du coup il y a un petit peu de retard, mais en 2021 à Caen. L'idée, c'est d'avoir
un bâtiment, un lieu d'innovation dédié à l'impact sociétal qui permette à chaque acteur de faire son propre D-Day avec le lien avec Caen, son propre D-Day autour de l'entrepreneuriat, de l'innovation et le tout à impact sociétal. Donc dedans, il y aura des chercheurs, des entrepreneurs, des étudiants, des grands groupes, des startups qui vont innover ensemble de cette manière-là. Et alors moi, je me suis vraiment focus sur l'économie circulaire avec Zach depuis, mais j'ai effectivement lancé ce mouvement 2044 pendant le confinement. L'idée était de dire, tout le monde parle du monde de demain en ce moment, donnons la parole vraiment à la jeunesse qui, en 2044, du coup, sera soit victime, soit bénéficiaire des décisions prises aujourd'hui. Donnons la parole à la jeunesse européenne pour qu'elle nous dise vraiment quelles sont les priorités du monde de demain. Donc on a fait une consultation dans 8 langues dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. On avait une quinzaine d'ambassadeurs en local et une cinquantaine de partenaires, qui sont des relais associatifs, éducatifs, d'entreprises ou autres, pour que les jeunes répondent à ce questionnaire et nous disent « Ok, moi je place l'environnement en 1, moi je place la réduction des inégalités en 1, moi je place l'Europe de la défense en 1 ». L'idée c'était vraiment d'avoir ces priorités-là et puis de voir quelle était l'homogénéité ou l'hétérogénéité vraiment entre les pays européens, parce que on entend beaucoup, souvent, une sorte d'opposition dans la génération actuelle au pouvoir. En Europe, on a les pays effectivement qui sont plutôt des démocraties libérales, on a les démocratures, on a ceux qui s'intéressent à l'écologie, ceux qui s'en moquent de l'écologie, on a l'Europe du Nord, on a l'Europe du Sud d'un point de vue économique. Enfin, on a l'impression que tout est opposé tout le temps. Est-ce que les jeunes ont quelque chose à foutre de ces fractures ou pas, ou est-ce que c'est pas du tout le cas? Donc là, on est dans la phase actuelle de traitement des données. On a aussi fait 2 consultations en France en direct, en physique, malgré le confinement. Une avec l'association sur la diversité de l'école polytechnique. Et on va en faire une au LH Forum du Havre le 25 septembre avec des jeunes de collège et de lycée de la région du Havre. Et l'idée, c'est derrière on va faire un rapport avec notre partenaire, le Boston Consulting Group, sur effectivement les priorités et les premières actions proposées par les jeunes. Puis on le partagera ensuite largement aux décideurs et aux gouvernants pour qu'ils en fassent, je l'espère, quelque chose d'utile sur le sujet et que des grandes entreprises puissent reprendre les projets proposés. Okay. Voilà un peu l'idée de 2044. Et toi, ça devient d'où cette envie d'aller chercher le prisme européen ? Alors c'est un peu pareil que l'économie circulaire, il y a aucun terreau familial, il n'y a aucun Européen convaincu dans ma famille, dans mes proches, et parmi mes amis, il y a plutôt beaucoup d'eurosceptiques d'ailleurs. Je passe un peu pour le guignol de service sur l'Europe à ce niveau-là. Mais par contre, moi je suis un amoureux de la diversité, de la vie contraire, d'aller rencontrer d'autres personnes et donc du coup naturellement d'aller voir dans d'autres pays et d'être persuadé qu'en fait il y a toujours plus une notion d'union lorsqu'on veut avant tout mettre en exergue les différences. Et donc je fais partie d'un petit think tank qui s'appelle Atelier Europe, dans lequel on va visiter pendant 3-4 jours les pays de la présidence tournante de l'Union européenne. Okay. Et on va demander justement à des personnes, des citoyens dans la rue et à des décideurs, décideuses, dans le monde politique, dans le monde économique, quel est le rapport de leur pays à l'Union européenne. Et c'est hyper intéressant de voir que, on parle pas du sujet du tout en France. L'Union européenne, en fait, ce qui me rend dingue, c'est que c'est un sujet uniquement de politique intérieure pour se taper dessus entre les politiques. C'est-à-dire, on est pour ou contre l'UE, mais uniquement si ça nous rapporte des points pour la présidentielle, pour schématiser. Je trouve que les députés européens, à quelques exceptions près, comme par exemple Karima Delli ou autres, ou même quelques députés de tous bords, députés européens, ne font pas du tout le job de faire la promotion de l'Union européenne, de parler de leur mission et d'avoir une transparence sur à quoi ils servent concrètement. Donc en fait, c'est que d'ailleurs les Français ne connaissent pas leurs députés européens. On peut faire le même test que sur les filières REP, parce que tu connais 2 noms de députés européens. Bah voilà, c'est toujours pareil. C'est d'une tristesse absolue. Les instances de l'Union européenne sont vite fait explicitées à l'école, dans un vague cours d'éducation civique, mais bon, en vrai, on sait pas grand-chose. Les médias français, c'est une énorme blague sur les nouvelles de l'Union européenne. Par exemple, l'élection de la présidente de la Commission européenne, très logiquement, devrait avoir le même impact géopolitique que l'élection du président américain. On n'est pas fédéraliste, mais c'est pas évidemment la même organisation politique, mais c'est un peu la même chose, quoi. Et le jour de l'élection de von der Leyen, il n'y a pas ni France 2, ni TF1, ni personne n'en a parlé. C'était évidemment pas du tout la une de n'importe quel journal le lendemain matin. Donc les Français s'en foutent, mais parce qu'ils sont pas informés. Et à chaque fois, on arrive aux élections européennes en disant « Attends, l'Europe, c'est cool, machin, on en parle un peu. » Les Européens qui sont déjà convaincus font une campagne entre eux, mais de toute façon, voilà, puis on a un taux d'absorption à 50%, et bis repetita. Donc ça m'énerve, ce sujet-là, d'être à la fois convaincu qu'il y a des réponses communes, que l'Europe est la seule réponse au fait que maintenant on est dans un monde un peu multipolaire et tout seul on n'arrivera pas à grand chose. C'est pas un reniement de notre histoire, un amoureux de l'histoire de France. C'est pas un
renoncement de nos racines ou j'en sais rien. C'est juste qu'une France de la défense, c'est ridicule par rapport à une Europe de la défense lorsque Erdogan, Poutine ou Trump met du poing sur la table, par exemple. Il y a d'autres sujets. On l'a vu avec la pandémie qu'une réponse européenne de la santé aurait été exceptionnelle si ça avait été un peu coordonné. On le voit bien sur tous les sujets économiques. On a du mal à comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Peut-être que l'Europe est trop large, peut-être qu'il y a trop de pays, peut-être qu'il y avait le côté économique avant tout, avant l'élargissement du marché, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un sujet passionnant pour résoudre des problèmes. Et sur l'économie circulaire, on fait le lien. On peut résoudre les choses uniquement si l'économie circulaire est traitée au niveau européen, puisque évidemment qu'on importe des déchets un peu partout, on importe des produits un peu de partout en Europe haute, donc s'il n'y a pas de réponse commune, si on fait juste un joli recyclage au niveau français, et ben on résout un pouillème des problèmes. Alors qu'une politique d'un Green Deal, comme dit von der Leyen, effectivement à niveau européen, peut changer les choses, montrer l'exemple, mais changer vraiment les choses avec un pourcentage intéressant de l'économie mondiale. Je vais revenir sur Zach maintenant. Ouais. Vu qu'il nous reste encore un tout petit peu de temps. Sur Zach, et sur l'entrepreneuriat plus particulièrement, toi, du coup, tu as lancé ça avec Timothée il y a 6 ans maintenant 5 ans 4 ans Oui, voilà. Il y a quelques années maintenant, du coup. 2015-2016, 4-5 ans. C'était quoi ta plus grande difficulté dans les 5 dernières années, si tu veux prendre un peu de recul sur la genèse de Zach, puis maintenant... La plus grande difficulté, elle est humaine, clairement. J'ai monté la boîte, du coup, j'avais 22 ans. On n'y connaît rien en management. On a notre propre personnalité. Donc, une personnalité, c'est un ensemble de défauts, de qualités, de manière d'interagir. Et on a en face de nous une diversité, une pluralité, pareil, de personnalités. Et voilà, j'ai le sentiment que le management est quelque chose qui peut s'apprendre, mais c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup sur le tas. Et donc, on fait un paquet d'erreurs, même sans en rendre compte. Donc, par exemple, ça va de mettre quelqu'un à un poste qui ne lui convient pas, sans trop s'en rendre compte, parce que on n'a pas assez écouté et on était persuadé que la personne était à son bon poste et qu'elle allait être heureuse. Ça va être effectivement ne pas assez manager, ne pas assez être présent auprès d'une personne qui en a besoin, ou être beaucoup trop présent auprès d'une personne qui au contraire a besoin de liberté. Tous ces sujets-là de management sont ultra compliqués, même quand on a les meilleures intentions du monde. J'ai toujours voulu être un dirigeant, c'est un grand terme, mais vraiment respectueux de mes collaborateurs, d'intégrer vraiment le côté progression personnelle des carrières à notre schéma RH, même si on a très très peu de temps, quand l'entreprise n'est pas rentable, quand on a plein d'autres sujets qu'on doit faire suivre de la société. Voilà, je suis pas DRH d'une société de 200 000 personnes où mon job c'est de faire progresser les gens. Mon job est multiple et en partie j'essaye de faire en sorte que ce soit un univers où les gens progressent et apprennent des choses. Et donc le management est quelque chose d'extrêmement compliqué. Voilà, les difficultés, c'est pas les difficultés économiques, c'est pas les difficultés d'une levée de fonds, c'est pas les difficultés d'engueulade avec des clients, des fournisseurs, c'est pas le contrôle URSSAF qu'on a eu le mois dernier, c'est vraiment le management où on fait souvent des erreurs sans s'en rendre compte avec les meilleures intentions du monde. Mais il faut juste accepter que ça va arriver. Okay. Sauf si, je sais pas, on a ça dans le sang, qu'on est hyper bon pour mener des gens, etc. J'en sais rien. Mais c'est ultra compliqué. Quand on veut pas choisir un mode assez totalitaire. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, choisir un mode dès le début, j'écoute rien, c'est comme ça, si vous n'êtes pas content, vous allez dans l'entreprise. Ou au contraire, j'écoute tout, je prends jamais de décision, je suis hyper horizontal, et la décision sera un vote systématique sur tout. Enfin voilà. Si on choisit pas un mode un petit peu manichéen, on se remet en question en permanence et on est tout le temps surpris, quoi. Positivement comme négativement, on a des retours de collaborateurs qui font chaud au cœur, comme il y a des trucs qui nous pètent à la tronche, on n'a pas vu venir parce que voilà, on n'était pas bon dans ce domaine-là, quoi. Okay. Mais l'important, c'est toujours de considérer dans les ressources humaines l'intention de l'autre. Est-ce que le collaborateur ou le manager avait au départ une intention positive, il a fait une erreur, elle a fait une erreur dans les deux sens, on passe dessus, ou est-ce qu'il y a quelque chose de pourri d'intérieur et là, il vaut mieux arrêter la relation professionnelle. Sur se lancer dans l'entrepreneuriat à impact, quels sont pour toi les conseils que tu donnerais aux personnes qui nous écouteraient sur ces sujets-là? Ouais, la première chose, c'est vraiment de ne pas avoir d'autocensure. C'est l'entrepreneuriat à impact peut faire un max de bif. Désolé de dire comme ça, mais c'est hyper important pour de parler très concrètement. Pendant très longtemps, on a été dans les startups SaaS, les VC qui investissent que dans le truc digital qui va aller scale-up, machin, aux États-Unis. L'entrepreneuriat à impact peut être extrêmement successful, lucratif, pas au sens s'en mettre plein les fouilles, sans moquer du prochain, c'est pas le sujet, mais ça peut vachement bien marcher, quoi. Il y a plein de modèles qui font très bien, Back Market, Phoenix, Castadio, ces trucs qui sont en train d'exploser, et c'est absolument top. Donc la première chose, c'est vraiment rechercher un modèle économique qui peut vous emmener loin. Et le deuxième conseil, il est assez simple, c'est soyez alignés avec vous-même, avec vos valeurs. En fait, nous, le modèle de Zach a pas mal évolué au cours du temps. Et au début, on a fait de l'achat en vente, machin, on faisait des coms circulaires sans trop le savoir, il y avait une bonne idée, mais voilà.
Et on savait qu'on faisait un truc pas mal, mais on n'était pas totalement aligné. Aujourd'hui, Zach, quand je me lève le matin, c'est un truc, je me dis, mais c'est exactement ce que je veux faire. Je pourrais faire d'autres boîtes, je pourrais avoir d'autres engagements, mais c'est exactement ce que je veux faire d'un point de vue alignement personnel, mes valeurs, mes activités. Donc je suis trop content de faire ça. Donc si à un moment donné vous ressentez un petit peu cette corde qui vibre là, en mode ce truc-là, j'ai vraiment envie d'y aller. En plus, il y a un modèle économique qui peut marcher. En ce moment, c'est vraiment le moment de se lancer parce qu'il y a plein de VC à impact qui recherchent des boîtes dans lesquelles investir. La BPI a un fonds impact de 300 millions, ils cherchent des boîtes dans lesquelles investir. Et en plus, c'est vraiment ce qui permettra de porter le monde de demain dans des dynamiques positives. Donc voilà un petit peu les deux conseils. Ok. Est-ce que tu as des contenus que tu recommanderais de lire pour justement se créer un peu cette conscience écologique, pour commencer à... Alors je suis pas forcément très grand lecteur. Sur l'économie circulaire, je conseillerais un bouquin qui a été qui s'appelle le Circular Economy Handbook, qui a été écrit sous l'égide d'Accenture, et notamment des partenaires d'Accenture et de la Fondation Ellen MacArthur. C'est très pratique pour que se plonger dedans. C'est un bouquin technique. Donc c'est pas un bouquin, c'est pas une diatribe qui fait l'apologie de l'économie circulaire, mais d'un côté, ça dépeint bien le problème, pourquoi il faut en faire. Et derrière, il y a plein de cas d'école qui montrent que c'est applicable à plein d'industries et qui permettent de se projeter très concrètement dans l'économie circulaire. Donc si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ce truc et que vous cherchez une idée potentielle demain, regardez les cas dans des grandes entreprises, dans des startups, de ce bouquin, le Circular Economy Handbook, et ça permet très facilement de se projeter, de se dire ouais, ok, je vois comment ça se passe et je vois ce que je peux faire. Ok. J'ai parcouru votre site, du coup. Ouais. Donc le site qui va changer bientôt. Exactement. Il y a une partie sur la mission. Oui. Je vais citer du coup, qui est faire de l'économie circulaire le mode majoritaire d'échange et de consommation de notre société. Et à marquer en dessous, c'est la première étape. Oui. C'est quoi du coup l'étape d'après ? Alors l'étape d'après, en fait, on a l'idée d'aider tout simplement le maximum de projets d'économie circulaire à se mettre en œuvre. Avant le Covid, avant peut-être les difficultés économiques que tout le monde a vécues, on avait un projet d'innovation interne qui s'appelle OOP. Okay. OOP, c'est un logiciel SaaS qui aide les grands distributeurs, donc la grande distribution dans le non alimentaire, à se séparer de produits invendus et de la casse magasin. Okay. Et donc c'est un projet qu'on a incubé en interne. Là, il y a 2 personnes qui sont en train de réfléchir à reprendre le projet et qu'on veut mentorer. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il y avait plusieurs étapes, plusieurs briques qu'on voulait au fur et à mesure effectivement lancer. De mon côté, moi je suis mentor maintenant d'Entropia ESSEC et j'accompagne une startup qui s'appelle Uptrade, 2 personnes, 2 entrepreneuses absolument géniales et qui ont un projet autour de la réutilisation de matières premières qui servent à faire des vêtements et qui sont pas utilisées parce que l'entreprise en a commandé trop, parce que c'est des chutes de vêtements, et de mettre en contact ces personnes-là avec des personnes qui font des vêtements et qui ont besoin du coup de ça pour éviter le gaspillage. Et puis effectivement, il y a ce projet de Cher. On a créé une association ZAC qui veut former et sensibiliser à l'économie circulaire, avec par exemple une exposition avec la mairie de Paris, avec une artiste qui produit des œuvres à partir de déchets, un projet avec le ministère de l'Éducation nationale pour des cours de réparation dans des lycées de zones prioritaires, un projet de MOOC open source sur se vulgariser l'économie circulaire et se former. Voilà un petit peu tout ce qu'on essaye de lancer pour faire en sorte que l'économie circulaire devienne ce mode majoritaire d'échange et de consommation dans notre société. Ok, très clair. Plein de beaux projets en tout cas. Il faudra les mener à leur terme, et en tout cas, on est motivé et on se bat pour ça. Très bien. Je te propose d'en rester là. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Si on souhaite te contacter, comment est-ce qu'on peut faire ? Mon mail, tout simplement, pe@zac.eco maintenant. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités. À très vite.